Salut, moi c'est Giaco. Et est-ce que vous pensez que le Yeti X fait mieux que son vieux frérot? Sorti en 2019, soit tout juste 10 ans après l'original, le Blue Yeti X se veut le digne successeur de son frère aîné, devenu un micro emblématique dans l'univers de la création de contenu web. Un statut justifié par la polyvalence, l'esthétique soignée, la qualité relative et le tarif intéressant de ce micro à l'époque. Sauf que le marché a bien changé en 10 ans. Il était donc logique pour Blue, racheté par Logitech l'année d'avant, de sortir une version du Yeti adaptée aux nouvelles attentes de celui-ci. Du moins, c'était l'idée. En effet, malgré sa simplicité enfantine et sa polyvalence sans équivalent, vous aurez constaté dans ma vidéo d'analyse que le Yeti original tient très mal le niveau d'exigence actuel. Il combine une taille massive, une sonorité selon moi déplaisante et de gros soucis d'uniformité sur la plupart des directivités. Tout ça pour un prix largement au-dessus du coût estimé de fabrication et des solutions concurrentes plus intéressantes. Le Yeti X partagera-t-il donc le même sort morose que son aîné? C'est bien évidemment ce que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Pour l'occasion, j'ai investi dans un Yeti X au prix gargantuesque de 50 € sur le bon coin. Les sacrifices que je fais pour vous, franchement, ça mérite bien un abonnement. Pour ouvrir le bal, je vous propose de jeter un coup d'œil à l'expérience utilisateur proposée par le Yeti X. Notez cependant que je n'ai pas eu la boîte, le câble ou les vis de serrage fournis d'origine avec le micro, sur lesquels je ne pourrais donc émettre aucun jugement. Ce que je peux juger en revanche, c'est la qualité de fabrication du micro en lui-même. Et on fait face à un micro globalement bien construit, avec un corps en aluminium, un pied lourd et une grille rigide qui inspire confiance. Cependant, la construction tout plastique des contrôles avant et arrière laisse à désirer. Pire, les caches des couronnes de LED retenues par un adhésif ne manqueront pas de faiblir et tomber avec l'âge. Esthétiquement parlant, c'est un micro sympathique et sobre. Le corps noir mat est parsemé d'accents métalliques chromés qui donnent du caractère à un design autrement basique. Bien que ce ne soit pas mon style, particulièrement en termes de logo, je reconnais que c'est un micro plutôt réussi. Côté contrôle, on retrouve la même palette que sur le premier Yeti sous une organisation différente. À l'avant, le potard de contrôle du volume a été combiné avec le bouton mute et le réglage du gain auparavant à l'arrière. Via un appui rapide sur cet encodeur multifonction, vous pourrez donc couper le micro. Et un appui long permettra de passer entre le réglage du volume casque, de l'équilibre retour micro son PC et le réglage du gain micro. À l'arrière, le sélecteur de directivité mécanique a été remplacé par un bouton. Le changement se fait donc de façon électronique, ce qui supprime les pops violents à chaque changement de mode dont souffrait le Yeti original. Côté mensuration, le Yeti X est certes plus compact que son frère aîné, mais toujours aussi lourd, affichant 1,3 kg avec son pied et 520 grammes seul. Un bon compromis vu que les bras compatibles avec l'ancien le seront avec le nouveau, mais que ce dernier ne vous masquera pas la totalité du visage comme le gourdin qui lui servait de grand frère. Côté connectique, vous retrouverez sur le cul du Yeti X une prise micro USB pour le relier au PC. Un connecteur réputé pour son manque de solidité qui ne coupe pas avec son grand frère qui faisait usage d'une prise mini USB déjà bien fragile. Ainsi qu'une prise jack 3,5 mm pour y connecter un casque, là-dessus RAS. Prise depuis laquelle vous pourrez d'ailleurs écouter le son de votre PC, mélangé si et comme vous le souhaitez au son du micro. Une fonctionnalité qui serait utile si elle n'était pas plombée par un décalage qui le rend très perturbant. Un retard incompréhensible, suffisamment faible pour ne pas vous empêcher de parler, mais suffisamment élevé pour que je coupe ce retour auquel je suis pourtant si habitué. Visiblement, la numérisation de toutes les capacités du premier Yeti n'a pas apporté que du bon. Mais restons positifs. Tout n'est pas encore perdu, et comme son ancêtre, le Yeti X n'a pas besoin de driver pour assurer son fonctionnement, que ce soit sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS, FreeJOS, et j'en passe. Logitech G-Hub, disponible sur Windows et macOS, est optionnel, et permet des ajustements complémentaires, comme le réglage RGB des afficheurs avant et arrière, un dupliqué des contrôles accessibles physiquement, au cas où vous les pétez, ainsi qu'une jolie flopée de traitement, tant côté micro que casque. Nous voilà partis pour la batterie de test habituelle. Exceptionnellement, je ferai usage de mon ancien texte de démo pour que les séquences du Yeti et du Yeti X soient identiques. Et cette batterie de test étant excessivement longue pour aborder le sujet de Blue Voice, je vous invite à vous en référer au chapitre sur la barre de lecture pour passer les séquences qui ne vous concernent pas. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes telles que les C, T et S, ainsi que des plosifs qui provoquent une puissante émission de souffle. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au brurax de celui-ci. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Dans le cas des micros multidirectionnels, actuellement en cardioïde, un test répété des directivités permet de juger de la qualité de chacune. Le cardioïde étant fait pour de la prise de son
en forme de cœur à l'avant du micro, vous pourrez évidemment constater une baisse de niveau significative dès lors que je quitte ce lobe de sensibilité. On est vraiment sur quelque chose qui est fait pour de la prise de son à l'avant du micro et pas ailleurs, parce qu'on note non seulement une baisse de volume, mais aussi un changement de tonalité. Dans le cas des micros multidirectionnels, actuellement bidirectionnels, un test répété des directivités permet de juger de la qualité de chacune. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur la vidéo originale et les tests que j'avais fait du Yeti premier du nom, on avait constaté une grosse différence de sonorité entre le lobe avant et le lobe arrière du bidirectionnel. Donc je vais faire la petite phrase de test à l'avant et à l'arrière respectivement. Dans le cas des micros multidirectionnels, actuellement à l'avant du bidirectionnel, un test répété des directivités permet de juger la qualité de chacune. Dans le cas des micros multidirectionnels, actuellement sur le lobe arrière du bidirectionnel, un test répété des directivités permet de juger de la qualité de chacune. C'est pas la même du tout. Dans le cas des micros multidirectionnels, actuellement en omnidirectionnel, un test répété des directivités permet de juger de la qualité de chacune. L'omnidirectionnel qui, comme son nom l'indique, est censé assurer une prise de son uniforme en niveau et en sonorité, où que vous soyez positionné autour du microphone. Bon. Comme d'habitude, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous pourrez constater des changements de sonorité en fonction de où je suis situé dans le lobe de sensibilité du microphone et où je suis situé entre les multiples capsules qui forment cette directivité, ce lobe de capture. Et même l'arrière sonne différemment de l'avant. Bon, comme d'habitude, on n'est pas fait pour parler sur le haut du micro avec ce genre de directivité, avec aucune directivité d'ailleurs. Dans le cas des micros multidirectionnels, actuellement en stéréo, un test répété des directivités permet de juger de la qualité de chacune. Donc comme je l'ai spoilé, divulgaché précédemment, le Yeti X, tout comme son ancêtre, fait de la prise stéréo en stéréo XY, c'est-à-dire que ce sont deux capsules extrêmement proches l'une de l'autre et qui sont dans des angles opposés, dans les directions opposées. Donc c'est-à-dire que la capsule de droite pointe vers la gauche et vice-versa, avec un angle de 45 degrés par rapport à la normale, donc par rapport à la zone de départ du micro. Donc vous avez deux capsules qui prennent comme ceci. Vous aurez donc compris, de par cette explication, que ces capsules prennent vers l'avant du micro. Vous n'êtes donc pas censé vous situer derrière celui-ci, pour faire quoi que ce soit, et vous n'êtes pas non plus censé vous positionner au côté extrême du microphone, parce que vous allez commencer à rentrer dans les zones de détimbrage. Donc pour faire une prise de son optimale pour tous vos créateurs ASMR favoris, etc., l'idée est de se retrouver vraiment dans cette zone-là, ici à peu près, autour du micro, pour effectivement avoir cet effet gauche-droite caractéristique d'une prise de son stéréo. Ça rend dingue. Attention les oreilles. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Donc ça c'est éloigné, et alors je me permets un petit extra parce que c'est absolument lunaire, la distorsion de ce micro. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Tester sa résistance au fort niveau. Eh bah c'est pas glorieux. Bien que la signature sonore change, devenant je trouve encore moins digeste que celle du premier Yeti, il est amusant, pour ne pas dire déprimant, de constater les mêmes défauts à chaque directivité du modèle qui le précède. Amélioration de sonorité à l'arrière du bidirectionnel inclus. La nouveauté introduite avec ce Yeti X, c'est la capacité de traitement via Blue Voice. Côté prise de son, ce système permettra d'appliquer filtrage, égalisation 3 bandes, réduction du bruit, noise gate, DSR, dépop, compresseur et limiteur au son du micro. En parallèle, une intégration avec NVIDIA Broadcast permettra une suppression de bruit et d'écho par intelligence artificielle, suivi de près par une palette d'effets comprenant 2 changeurs de voix, phaser, chorus, réverbération, délai et modulateur en boucle. Et j'allais oublier la fonctionnalité d'échantillon qui permet de lire des effets sonores et des bouts de voix à travers le canal micro. Enfin, côté restitution, côté casque, vous aurez le droit à un égaliseur graphique 10 bandes, simple mais efficace. Ce sont des capacités réellement intéressantes, utiles et blindées que propose ici Blue/Logitech. Le hic, c'est que tout cela est logiciel. Chaque étape de traitement activée sera donc une charge supplémentaire sur votre PC, et bien que celle-ci soit minime, elle ne manquera pas de rajouter de la latence et un point de défaillance si votre machine est suffisamment essoufflée. Serait-ce donc possible, via cette palette étonnamment complète de traitement, de rattraper le son globalement déplorable de ce micro? Je vous propose un petit tour des pré-réglages fournis, ainsi qu'une démo de mes ajustements perso. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes telles que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle.
La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes tels que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. Pour finir, on va passer sur mon pré-réglage qui change énormément de ce que vous avez entendu jusqu'ici. Comme vous pourrez le constater, c'est un pré-réglage beaucoup moins affirmé en termes de caractère que ce que vous avez entendu jusqu'ici. J'ai voulu faire un traitement qui ne dénaturait pas non plus la sonorité de ce micro, mais qui voulait plus corriger les défauts que je remarquais ici et là dans le caractère de celui-ci. Pour une fois n'est pas coutume, je vous laisse récupérer mes petits réglages, même si je vous invite à les ajuster à votre tessiture personnelle. Et c'est parti pour la classique phrase de test. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots, comprenant sifflantes telles que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. Parce qu'une de mes vidéos ne serait pas une demi-vidéo sans un petit démontage, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sous le capot de ce micro. Un capot entièrement métallique, comme évoqué précédemment, qui enferme la circuiterie du Yeti X décomposée en 3 cartes. La carte principale regroupe les circuits d'amplification, de conversion, de logique et les connecteurs. La carte annexe avant se compose uniquement de la couronne de LED RGB formant l'indicateur de niveau. Et la carte annexe arrière comprend non seulement le bouton de changement de directivité, mais aussi les LED RGB pour l'indicateur associé. 4 choses se démarquent sur cette circuiterie. La première, c'est qu'elle est bien plus dense et compacte que celle du Yeti original. L'espace disponible est mieux exploité et la composition en 3 cartes du circuit permet également de se servir de l'espace vacant sur l'axe Z. La seconde, c'est le passage au tout numérique des systèmes de gestion d'un niveau et de directivité. Un excellent changement qui assure non seulement la durabilité de ces systèmes, pas de potard qui crache ou de sélecteur qui saute tout seul, mais aussi leur transparence. Non seulement le son du casque ne change pas en fonction du niveau de sortie, mais surtout le changement de directivité ne cause pas de plop ultra fort comme sur le premier Yeti. La troisième, c'est que vu la mise en place du connecteur USB, si Blue l'avait voulu, le Yeti X aurait pu utiliser un connecteur USB type C au lieu de ce satané micro USB. Et la dernière, c'est que des fans du Duc se sont visiblement incrustés dans l'équipe de développement de Blue à voir les têtes de mort sur les 2 PCB annexes. Beau micro. Et juste au-dessus de cette pile de cartes vertes, sous le panier équipé d'une bonnette, vous retrouverez les 4 capsules à électret 14 mm assurant la prise de son de ce Yeti X. Comme sur son ancêtre, celles-ci sont maintenues par une armature en caoutchouc qui les protège plus qu'elle ne les isole. Les points communs avec son prédécesseur s'arrêtent là cependant, car comme vous l'aurez constaté, c'est bien 4 capsules et non 3 que le Yeti X renferme. 2 dos à dos assurent la captation en cardioïde, bidirectionnelle et omnidirectionnelle. Quant aux 2 aux configurations XY, soit formant un angle de 90 degrés l'une par rapport à l'autre ou 45 degrés par rapport à la normale, elles assurent la captation stéréo éponyme tant convoitée de ces micros. Alors que penser de ce Yeti X ? D'un côté, c'est un micro bien mieux conçu que son grand frère. Son gabarit est plus cohérent avec ce qu'il renferme, le changement de directivité sans coupure ou perturbation du signal, le retour micro peut être géré physiquement et l'afficheur associé se détourne en indicateur de niveau RGB. Mais de l'autre, c'est le digne héritier de sa vieille famille.
Le caractère de celui-ci est acide, avec un grave absent, un bas médium brouillon, un médium correct, un haut médium très accentué et sifflant, et un aigu clairement en retrait. Il est extrêmement sensible au bruit ambiant, et on retrouve les défauts à chaque directivité de son prédécesseur. Un cardioïde qui n'atténue pas assez vite et assez fort, un omnidirectionnel avec des zones mortes et une uniformité discutable, un bidirectionnel qui offre le meilleur du micro sur le lobe arrière, et une stéréo XY qui sauve la mise. Cette nouvelle version du Yeti amène aussi malheureusement son lot de problèmes, à commencer par un décalage qui rend insupportable le retour casque sur de longue durée, suivi de près par la distorsion crasseuse lorsque le micro sature, puis par l'utilisation du connecteur USB le plus fragile jamais conçu. Sur le plan matériel, c'est un micro plus compact, plus élégant et plus techniquement abouti que le Yeti, plombé par les mêmes défauts que son ancêtre et quelques suppléments. C'est dommage parce que je vois l'idée, je vois où le produit veut aller, mais il n'y est clairement pas arrivé. Ce Yeti X est en fait plus proche d'une évolution esthétique et fonctionnelle qu'une vraie révolution comme son grand frère dans le temps. Sur le plan logiciel, c'est au contraire un véritable effort qui a été fait. L'intégration du micro dans G-Hub est irréprochable et ne nécessite aucune intervention de la part de l'utilisateur pour que ça fonctionne. Blue Voice est un outil extrêmement bien pensé, aussi simple d'utilisation que complet dans les réglages proposés, et son intégration dans les sous-systèmes audio des OS est transparente et optimisée. C'est la meilleure intégration d'un traitement logiciel que j'ai vu jusqu'ici. C'est génial. Quelle tristesse que celui-ci soit plombé par des microphones avec un son difficilement modelable, des pré-réglages tape à l'œil et l'absence d'une écoute son traité en temps réel. Alors vers quel micro se tourner si ce Yeti X est si perfectible ? Du côté de chez Blue, pas d'alternative à l'horizon. Blue Voice étant uniquement proposé sur la gamme des Yeti et les Snowball ne proposant pas une prestation à la hauteur ni des capacités équivalentes. Si la volonté est de retrouver les multiples directivités de la gamme, quelques constructeurs téméraires comme Mackie, AKG et HyperX se sont prêtés au jeu sans grand succès. Et une flopée de constructeurs chinois, dont Altron, Superlux et Behringer, comme d'habitude, ont vite fait de sortir des copies douteuses de ce Yeti. Les amateurs de ce genre de micro devront donc se rabattre sur des modèles cardioïdes qui eux font foison, composer avec les défauts des Yeti, ou économiser un peu plus et rentrer dans l'univers XLR. Pour les créateurs et créatrices ASMR parmi nous, dire que les alternatives sont rares est sous-estimer la situation, et on comprend vite pourquoi les solutions utilisées sont soit des Yeti, soit des systèmes de captation binaurale au-delà des 500 €. Le vrai bon plan se trouve ailleurs, sous la forme des enregistreurs nomades. La plupart sont en effet dotés d'une paire de microphones stéréo XY d'une qualité plus que correcte. Et les modèles de chez Zoom se détournent même en microphone USB quand ils sont connectés à un ordinateur. Un Zoom H4n, ça coûte 225 balles, ça fait micro stéréo, enregistreur nomade, interface audio 2 entrées et micro USB. Alors oui, ça fait pas la palette de traitement des Yeti, mais pour ce prix, c'est difficile de faire plus polyvalent. Et enfin, pour les adeptes d'un micro USB bien traité, les Rode NT USB Mini, Presonus Revelator et Elgato Wave donneront l'accès à une palette de traitement progressivement étendue et des capacités de mixage absentes chez Blue dans l'immédiat. Que dire pour clore cette vidéo si ce n'est que je suis tristement déçu. La proposition technique des Blue Yeti est indéniablement pertinente et nécessaire sur le marché. Je veux dire, il faut un micro USB couteau suisse pour satisfaire la curiosité des débutants. Seulement, on aimerait bien que le couteau soit affûté et que les outils qui l'accompagnent soient un minimum solides. Vous l'avez bien vu dans la partie alternative, il n'existe pas de micro USB qui propose l'ensemble des fonctionnalités des Yeti en un produit. Je vois donc cette révision comme une opportunité manquée. Or, l'excellent Blue Voice, peu de choses ont été faites sur le plan technique pour raviver la formule, et certaines tentatives ont apporté leur lot de problèmes. Vient ensuite la question de la place du Yeti X dans la gamme. Avec ses capacités, il serait logique qu'il soit le remplaçant de son ancêtre de 2009. Or, ce n'est pas le cas. Le Yeti original est toujours en rayon sous une large palette de coloris. La compatibilité avec Blue Voice a également été étendue à l'ensemble des micros de la famille. Alors qu'est-ce qui démarque celui-ci si ce n'est l'éclairage RGB ou le gabarit ? C'est honnêtement difficile à dire. Alors que devrait faire Blue lors d'une prochaine révision de la famille ? Simple. Offrir un Yeti en USB type C avec un retour casque exploitable, un caractère plus aplati et passe-partout, une sensibilité au bruit ambiant amoindrie et des directivités plus uniformes, mention particulière, au bidirectionnel. Pour le mettre au premier plan, Blue aurait, selon moi, mieux fait d'arrêter la production du Yeti original pour faire de celui-ci le fleuron de la gamme. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de test, démonstration, revue, présentation, ce que vous voulez du Blue Yeti X. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, et bien évidemment, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, à m'en faire part en commentaire. Vous retrouverez en description de cette vidéo des liens d'achat vers les alternatives présentées, des pages produits que ce soit sur les alternatives ou sur le Yeti. Si vous souhaitez voir plus de contenu, je vous invite à me suivre sur Twitch. En effet, je suis en direct les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30 pour des actualités matérielles, des déballages, du blabla, etc. À me suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram pour être informé de ces futures diffusions, des futures publications, de l'envers du décor, de mes impressions par rapport à du matériel fraîchement sorti, etc.
Et pour les plus fous d'entre vous qui souhaitent me soutenir, je vous invite à le faire soit en suivant mes liens affiliés Thomann, soit en passant par la fonctionnalité de soutien intégrée à YouTube, soit en me faisant un don direct ou récurrent via Utip. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaines vidéos qui, espérons-le, arriveront plus rapidement que celle-ci. Salut, c'était Giaco.